Bonsoir Christophe Guilluy. Bonsoir. Merci de venir au Club de la Presse pour répondre aux questions d'Eugénie Bastier et d'Olivier Duhamel. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a gagné dimanche dernier, est un des symboles de ce que vous avez appelé la France d'en haut et dont vous craignez qu'elle puisse être laminée par des populismes? C'était le thème de vos derniers livres. Alors, il faut regarder la sociologie, il faut regarder les territoires, il faut regarder d'où ça vient. Moi, je dis toujours la même chose, à savoir que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas conjoncturel. Tout ça prend racine dans les années 80 avec une recomposition économique gigantesque, une recomposition sociale qui suit, et puis une recomposition aussi des territoires. Il se trouve que ça se clive très très fortement, et effectivement on voit apparaître depuis une vingtaine d'années une France d'en bas qui est plutôt une France contestataire du modèle dominant, et puis une France d'en haut, au sens large, c'est pas forcément les très riches, on n'est pas là-dedans, qui est plutôt dans l'idée de porter le modèle économique. Et ce clivage-là, il n'est pas franco-français. C'est-à-dire qu'en réalité, la recomposition politique qui est évidente aujourd'hui, faut pas oublier une chose, c'est que les deux candidats qui étaient au deuxième tour sont les deux candidats qui ne se sont pas positionnés sur le vieux clivage gauche-droite. C'est quand même assez important de le dire. D'ailleurs, pourquoi ? Faut quand même le dire. C'est-à-dire que la droite, les Républicains, comme la gauche, le PS, on va dire, continuent à s'adresser à une classe moyenne qui n'existe plus, qui est mythique. En fait, le grand événement de ces 30 dernières années, c'est la disparition de la classe moyenne occidentale. Mais c'est le grand secret, faut pas le dire comme ça. Alors bon, je devrais être prudent, dire toute chose égale par ailleurs, attention, il s'agit d'un émiettement, etc. Mais comme vous n'êtes pas prudent, vous nous dites qu'il n'y a plus de classe moyenne. Non, c'est simplement, à un moment donné, il faut, je dis toujours, il faut non pas généraliser, mais il faut conceptualiser. C'est-à-dire, penser, c'est conceptualiser, et conceptualiser, c'est généraliser. Donc, par définition, vous avez besoin de décrire un phénomène qui est absolument mondial. La disparition de la classe moyenne américaine, elle est inscrite dans les années 80 avec la financiarisation de l'économie américaine. À la fin, vous avez Trump. Le Brexit, c'est le thatcherisme, c'est les années 80, donc on est vraiment sur des racines très 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 anciennes. Et vous avez effectivement à la fin le Brexit. Ce qui se passe en France, avec le Front National, mais aussi avec l'abstention, parce que là encore, je dis toujours, l'indicateur FN n'est pas le bon indicateur. Il faut voir ça beaucoup plus largement. On voit bien que, effectivement, il y a bien quelque chose qui se dessine autour de perdants-gagnants de la mondialisation. Et donc, s'il y a plus de droite, plus de gauche, pour essayer de bien résumer les choses, cette élection présidentielle a montré ce que vous pressentiez avant, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un nouveau clivage qui est France d'en haut, France d'en bas. Alors, vraiment, Macron a eu une intelligence absolue quand il a largué le PS, alors on sait bien qu'il n'a pas vraiment largué, mais enfin, peu importe. En tout cas, dans les faits, ça s'est réalisé comme cela. Il a pressenti une chose, c'est que ça allait se passer en dehors des vieux clivages. Pourquoi ? Parce que ça permet de dire une autre sociologie, une autre France. Alors évidemment, on voit bien qui a voté Macron, qui a voté Le Pen, qui s'est abstenu, etc., etc. Aujourd'hui, alors Macron est effectivement majoritaire. Donc quand on est majoritaire, on capte des voix un peu partout, etc., etc. Sauf que il y a bien des surreprésentations. Quand je vois Paris qui fait 90%. D'ailleurs, c'est intéressant Paris parce que c'est la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite qui a voté Macron. La nouvelle bourgeoisie et l'ancienne. Tous unis finalement en direction du grand modèle économique mondialisé. Et puis quand vous regardez les catégories, 80% chez les catégories supérieures, et puis derrière aussi, il n'y a pas seulement les winners. C'est pour ça qu'il y a toujours un défaut. Il y a pas la France de Macron n'est pas seulement celle des winners. Elle est aussi celle des protégés de la mondialisation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Macron, c'est aussi le vote des personnes âgées, des retraités. C'est-à-dire que c'est toujours le paradoxe. C'est-à-dire qu'on se dit c'est un candidat jeune qui est forcément élu par des jeunes, sauf que on voit bien une très grande surreprésentation du vote au-delà des 60 ans et des 70 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez la France des gagnants, vous avez la France des protégés de la mondialisation, on peut dire les retraités, etc., qui sont pas forcément riches, etc. Et puis il y a aussi une partie de la fonction publique qui a voté Macron. Donc on voit bien ce gros bloc, qui est quand même un bloc assez important. Mais j'allais dire, quand on regarde les choses plus finement, par exemple en termes d'inscrits, Macron c'est 40% des inscrits. Il y a bien tout le reste, ça se répartit dans l'abstention, ça se répartit au Front National, et le reste est très très clivé socialement. C'est pour ça que je parle d'un vote de classe. Ce qui est devant nous, en fait, c'est un nouveau conflit de classe avec des nouvelles catégories sociales.
C'est le retour de marxisme peut-être, mais ça Oui, nous amènerait trop loin. Une justement, question d'Eugénie Bastier. Justement, il y a une question que je voulais vous poser là-dessus, c'est qu'il y a un article dans Le Monde qui est paru hier ou avant-hier qui s'appelle It's not the economy stupid, en référence à la phrase de Clinton à Bush où pendant un débat lui avait dit Is the economy stupid, en disant finalement il faut parler de pouvoir d'achat, non pas de valeur. Les Américains n'en ont rien à foutre des valeurs, il faut parler de pouvoir d'achat. Et cet article du Monde disait non, en fait la question n'est pas économique, et évoquait le stress culturel qui poussait finalement les gens à voter pour le populisme. Et il parlait de la Suède et du Danemark, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de chômage, mais il y a des partis populistes. Et à l'inverse, au Portugal, où il y a un très fort chômage, mais où il n'y a pas de parti populiste, ni de proposition populiste. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a forcément un lien entre l'insécurité économique et le vote populiste, et l'insécurité économique et l'insécurité culturelle? Parce que c'est un peu le lien que vous faites dans vos ouvrages. Est-ce que ce lien-là, il est forcément systématique? Christophe Guillouis. Je crois que continuer à opposer les raisons économiques et sociales d'un côté, les raisons culturelles de l'autre, est absurde. C'est-à-dire les gens ont un cerveau, ils peuvent penser deux choses à la fois, ils peuvent penser l'économie, ils peuvent penser leurs revenus, ils peuvent penser leur emploi, et puis aussi la question culturelle, la question identitaire, etc. Tout ça peut se faire dans le même individu. Les gens sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent penser deux choses à la fois. Ce qui est intéressant, c'est que la question, effectivement, peut être comme, par exemple, au Danemark, en Suisse, dans des pays riches. Vous prenez la Suisse. La Suisse est riche dans les grandes villes, mais aussi dans les villages, etc. Donc, vraiment, sauf que ça va quand même se recliver à l'intérieur des catégories sociales. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en réalité, l'insécurité culturelle, elle est exprimée ou pas. Elle est présente. Tout le monde se pose des questions autour de ces questions-là, mais elle va être affichée ou non en fonction de la position sociale. Pourquoi ? Parce que l'insécurité culturelle, elle est évidemment beaucoup plus facilement ressentie quand on est en bas que en haut. C'est pour ça que sur toutes les questions sensibles, immigration, islam, j'en passe et des meilleurs, etc., vous allez toujours retrouver un clivage très marqué socialement. Donc évidemment, ça permet aux gens d'en haut de dire bah oui, c'est parce que ce sont des abrutis qui ne sont pas allés à l'ENA ou à Sciences Po, donc ils votent Front National ou pour un Trump aux États-Unis, etc., etc. Non, en réalité, ce qui différencie les électorats sur cette question de la sécurité culturelle, c'est ai-je ou non les moyens de la frontière invisible. Ouais, ce que j'appelle la frontière invisible, c'est vous pouvez effectivement tenir le discours de la société ouverte, de plus de frontières, et puis dans le même temps, choisir votre lieu de résidence, votre immeuble, mettre vos enfants dans le privé, contourner la carte scolaire, etc. Même vivre dans un quartier multiculturel, mais en achetant un loft à 600 000 €, vous êtes à peu près sûr de votre voisinage, etc., etc. Donc vous n'avez pas besoin d'afficher une problématique, j'allais dire culturelle ou identitaire forte, puisque vous allez la gérer vous-même. Donc la question est bien la question des moyens de gérer cette question-là, et donc de la frontière invisible. Alors Christophe Guillouis, la prochaine question est d'Olivier Duhamel, mais elle sera juste après la pub. À tout de suite. Et vous pouvez nous rejoindre sur Internet, suivez l'émission en direct et en vidéo sur europe1.fr. 19h, 20h. Le Club de la Presse d'Europe 1. La suite du Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré, avec Eugénie Bastier du Figaro, Olivier Duhamel et Maud Descamps pour les réseaux sociaux. Vous recevez le géographe et essayiste Christophe Guillouis, auteur notamment du livre Le crépuscule de la France d'en haut, paru chez Flammarion. Et Christophe Guillouis, c'est Olivier Duhamel qui vous pose la prochaine question. Et ce qui me dérange un peu avec votre concept en bas en haut, même si je tiens à dire d'abord qu'il recouvre une réalité très importante et dont il faut avoir conscience, bien entendu, c'est que ça approche de ce discours sur le peuple contre les élites, et ça n'a pas beaucoup de sens quand les gens votent à 33% d'un côté et à 66% de l'autre. On peut pas dire qu'il y a 66% d'élite et 33% de peuple, ou qu'il y a 66% de gens en haut et 33% en bas. C'est pour ça que il me semble que ce sont des mots qui, dans le fond, même si c'est pas du tout évidemment votre intention, qui dans le fond ont une forme de légitimation implicite des partis populistes, pour employer ce terme un peu approximatif, et alors que ça ne correspond pas à la réalité, que ce ne sont pas les bons mots en quelque sorte. Alors, on est dans le grand débat à savoir, est-ce que la France c'est encore une grande classe moyenne intégrée, consensuelle, etc., etc. Moi, c'est pas mon objection, je dis pas oui, que ça. Bien sûr. Ah, d'accord. Alors déjà, j'utilise très rarement le mot élite. Je trouve que c'est... Et d'ailleurs, je l'ai écrit, mon idée, c'est précisément
de ne pas cibler le tout en haut. D'ailleurs, je dis toujours, les pauvres n'ont pas de problème avec les riches, c'est la bourgeoisie qui a des problèmes avec les riches et les élites. Donc c'est encore un autre débat. Genre, on peut aller à l'infini là-dedans. Oui. Et d'ailleurs, même ce 1% sert la bourgeoisie. Donc, je peux même aller encore plus loin dans le démontage de l'argument autour des élites. Il me semble pas tellement pertinent. En plus, j'ai toujours pensé qu'une société ne peut pas tenir avec un 1% avec des élites. Hein. Il faut des représentants. Il faut quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, ce qui m'intéresse moi, c'est comment ça se clive, mais de façon large. Quand je parle de France d'en haut, je parle pas seulement des riches, je parle effectivement des gagnants, des gens qui sont en haut, etc. Mais il y a aussi tout ce monde protégé, etc. Il se trouve que ça se clive et de plus en plus territorialement, géographiquement, on le voit, il y a une hyper concentration de plus en plus forte des catégories supérieures dans l'ensemble des grandes métropoles françaises et d'ailleurs occidentales, donc on voit bien un modèle économique, et que ça se clive aussi sur finalement un modèle économique. C'est-à-dire que la polarisation de l'emploi, c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que vous avez les emplois intermédiaires qui tendent à disparaître. Vous avez réellement aujourd'hui un clivage dans le monde du travail autour d'un côté les très intégrés, très qualifiés, très bien rémunérés, et puis de l'autre des peu qualifiés, etc. Mais c'est loin. Ce que je veux dire, c'est que c'est loin d'être le seul clivage. Alors, je suis peut-être déformé parce que moi je vis à moitié en PACA, mais je peux vous dire qu'en PACA, où le Front National fait quand même des scores très élevés, c'est pas et loin de là, principalement des gens qui sont les laissés pour compte, les oubliés et tout. Ce sont des retraités, souvent assez riches, enfin plus riches que beaucoup d'autres retraités qui votent pas de la même manière. Ce sont pour d'autres des gens qui sont vraiment devenus racistes parce que c'est comme ça, et ça correspond pas à ce clivage-là. Alors là, je peux vous le dire ça. On peut à chaque fois zoomer. Oui. On peut regarder de près, etc. Et effectivement, plus vous zoomez, plus vous avez de la diversité. Donc je zoome trop, quoi. Non, mais par exemple, si je travaille par exemple à la Courneuve, il y a des gens qui payent l'ISF à la Courneuve. Ça veut dire qu'il y a des riches parce que c'est une commune riche. Vous avez zoomé sur Paris tout à l'heure. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, il y a aussi des ménages pauvres. Il y a des ménages pauvres à Paris, comme il y en a à Neuilly, etc. On peut. Sauf que vous avez quand même une sociologie. Elle est évidente depuis, pas aujourd'hui, depuis 20 ans. Aujourd'hui, la majorité des ouvriers votent Front National. Aujourd'hui, la majorité des catégories populaires sont ou dans l'abstention ou dans le vote Front National. Donc vous avez quand même un gros bloc, une sociologie qui est de plus prolétarisée, de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Front National est plus prolétarisé que ne l'était le Parti communiste dans les années 60. Ça veut quand même dire quelque chose. On doit quand même ouvrir les yeux là-dessus. C'est assez juste. Ah non, j'ai comparé vraiment les sociologies. Pourquoi ? Le gros problème de ce monde d'en bas, qui est très large, parce que quand je dis disparition de la classe moyenne, c'est un peu choc comme ça, mais on voit bien finalement des gens qui se sont désaffiliés au fur et à mesure de la sortie de la classe moyenne. Ça a commencé avec les ouvriers, ça se poursuit avec les employés, et maintenant des professions intermédiaires, y compris de la petite fonction publique. Donc on voit bien que ce processus de désaffiliation, il est engagé, il est long. C'est pour ça que je dis que tous ces gens-là se retrouvent où ? Pas tous dans le Front National. Si le Front National captait l'ensemble de ces catégories, il serait déjà au pouvoir depuis très longtemps. Mais aussi dans l'abstention, dans une forme de désaffiliation. Le gros problème aujourd'hui, par rapport à, on va dire, les années 60, etc. Le problème n'est pas qu'il y ait un haut et un bas. Il y a toujours eu un haut et un bas. Le problème, c'est que pour la première fois, vous avez ce monde qui est un monde invisible. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur, et peut-être exagérément, vous allez me dire, sur l'idée de catégorie sociale, parce que je pense qu'il faut la rendre visible. C'est que, traditionnellement, vous aviez une classe populaire, du temps du Parti communiste, la classe ouvrière qui votait communiste, sauf qu'en haut, il y avait des intellectuels qui représentaient ces catégories populaires. Il y avait toute une frange de cette France d'en haut qui parlait au nom, on va dire, de ces catégories populaires. Qui étaient fils d'ouvriers. Eh bien sûr. Donc ça pose une question. C'est que la question n'est pas qu'il y ait un haut et un bas. La question, c'est que le haut soit exemplaire pour le bas. Pour que le bas suive le haut, il faut des gens exemplaires. Aujourd'hui, moi, ce qui me fascine, c'est que effectivement, on peut dire Marine Le Pen, elle est pas terrible, machin. Enfin bon, le Front National, c'est quand même pas. Et bon, ou Trump est un type qui vient des médias. Enfin bref, c'est pas terrible ce qu'il représente. Sauf mais on doit se poser. Ce sont les seuls à avoir incarné. On doit se poser la question de pourquoi aussi peu de gens vont vers ces catégories. Et quand je cible la classe politique, c'est toute cette frange, ce monde d'en haut, ce monde. Pour moi, le problème, il est la révolution intellectuelle du monde d'en haut. C'est qu'il faut, nous, être mobiles en haut. Moi, je suis frappé, par exemple, le monde de l'université. Alors, on peut dire aussi de la presse, mais bon, on a tellement tapé sur la presse, c'est pas la peine d'en rajouter. Non, ça, c'est inutile. Non, mais voyez, le monde universitaire, vous connaissez parfaitement.
il est quand même assez monolithique. Il est dans la reproduction sociale. Moi, ce qui me frappe et ce que je dénonce et ce qui me révolte un peu, c'est que finalement, ce monde d'en haut qui nous vend la société ouverte à longueur de journée. D'ailleurs, j'observe que les gens ne sont pas contre la société ouverte. Ça, c'est de la sémantique qui est un piège. La classe ouvrière, les catégories populaires n'ont jamais été contre la mondialisation ou l'Europe. C'est simplement qu'ils ont fait un constat basique de leur niveau de vie et ils se sont dit bon bah finalement ça marche pas terrible. À nous de leur prouver que ça peut marcher. Mais quand j'observe ce monde d'en haut, cette espèce d'assèchement de la pensée, je pense que le véritable problème, il est là. Une dernière pause, Eugénie Bastier, une dernière pause et on se retrouve avec le géographe Christophe Guilluy, invité du Club de la Presse. À tout de suite. Et vous continuez de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Un Soir et sur la page Facebook d'Europe 1. Sur Europe 1, Christophe Guilluy est l'invité du Club de la Presse, le géographe et essayiste et l'auteur notamment du Crépuscule de la France d'en haut chez Flammarion. Christophe Guilluy est interrogé par vous, Nicolas Poincaré, par Eugénie Bastier du Figaro, Olivier Duhamel et Maud Descamps pour les réseaux sociaux. Et on l'a entendu à l'instant, débat animé entre nous, même pendant les réclames. Christophe Guilluy, j'ai lu à droite à gauche que vous avez eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron une ou deux fois, ou peut-être plus, non ? Une fois au ministère de l'économie. Et qu'est-ce qu'il voulait savoir à l'époque ? Il voulait avoir une idée plus précise de ce qu'était cette France périphérique, ce qui était effectivement cette France des catégories populaires, des nouvelles catégories populaires, de ce qui était hier d'ailleurs le socle de la classe moyenne, hein, justement, on y revient. Et puis parler un peu des dynamiques territoriales. Il vous a paru sensible à ces questions-là ? Alors moi, ça s'est très bien passé. Je me pose plus la question de savoir de ce qui rentre ou non dans le cerveau d'un politique. Je veux dire, ça rentre. Après, qu'est-ce qu'ils en font, je n'en sais rien. Mais j'allais dire que sur le diagnostic, il était assez d'accord sur les fondamentaux. Et dernier mot, s'il vous rappelle demain pour vous demander un coup de main. Mais moi, mon boulot, j'allais dire, je radote avec les catégories populaires depuis 20 ans. Si je peux faire avancer ces idées-là, c'est évidemment essentiel pour moi. Eugénie Bastier. Oui, pendant l'entre-deux tours, on a assisté à une séquence assez impressionnante à Whirlpool le face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, justement avec des perdants de la mondialisation, des vaincus de la mondialisation qui avaient perdu leur emploi à cause des délocalisations. Et on avait d'un côté une candidate assez démagogique qui disait tout va rester comme avant, et de l'autre un candidat qui faisait la pédagogie du TINA, du There is no alternative, en disant vous allez devoir vous former. Et la question, c'était vraiment très troublant. On se demandait il y a un référendum pour ou contre la mondialisation, mais est-ce que vraiment on peut être contre la mondialisation ? Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette France périphérique ? Est-ce qu'on peut, comme le propose Emmanuel Macron, la faire rentrer, la mondialisation, finalement la start-upiser, la métropoliser ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, faire ralentir tout le monde en disant, dire aux gagnants de la mondialisation, vous devez ralentir, ou est-ce qu'il faut dire aux perdants, à vous d'accélérer ? C'est ça la question qui se pose. C'est le géographe Gérard Dumont qui parle d'idéologie de la métropolisation. Je crois qu'il a assez raison. Là encore, on en parlait tout à l'heure avec la cartographie. Quand on montre une carte des métropoles en France, on a l'impression que c'est la seule représentation possible du pays. Mais sauf qu'on peut faire le négatif de cette carte, c'est la répartition des catégories populaires. Vous voyez que les deux territoires sont complètement inversés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un système. C'est pour ça que je trouve que le débat pour ou contre la mondialisation, pour ou contre le libéralisme, on se fait plaisir, mais ça sert à rien. La mondialisation, elle est là, etc. La question est comment je profite d'un système qui effectivement crée de la richesse. Objectivement, quand on regarde le PIB de la France, il s'est pas effondré ces dernières années, il a cessé de croître, sauf qu'il intègre de moins en moins économiquement. Donc c'est tout le problème des démocraties occidentales aujourd'hui, c'est-à-dire que si on avait un modèle économique totalement nul, on pourrait se dire on passe à autre chose. Sauf que là, on a un modèle qui crée des richesses, qui crée finalement énormément d'argent. La question, c'est comment ça marche pour ceux qui ne sont pas intégrés. Et effectivement, géographiquement, on les voit, ils sont dans cette France périphérique, des petites villes, des zones rurales, etc. Il y a eu très longtemps et encore maintenant cette idée que par ruissellement, l'idée du ruissellement. Bon, alors ça, j'allais dire que c'est la pensée magique. Quand on sait plus quoi dire, on dit par ruissellement, le développement des grandes métropoles va arriver au fin fond de la Picardie. Dès qu'il y a plus de riches, moyen de pauvres. Ok, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se sont dit oui, peut-être que ça va marcher. Sauf que ils ont fait un constat, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on leur dit ça. C'est pas seulement. C'est pour ça qu'on parle de vote protestataire, de gens énervés, etc. Non, ils ont joué le jeu j'allais dire vraiment de la mondialisation. Il faut pas oublier que les gens ont accepté des changements dans leurs conditions
de travail. Je veux dire, quand vous voyez les usines agroalimentaires justement dans cette France périphérique, les gens se lèvent à 3 heures du mat, ils font 3 heures, ils repartent, ils reviennent. Enfin, ils ont accepté l'adaptation. C'est pas un problème. Sauf que depuis 20 ans, le chômage se concentre toujours sur les mêmes catégories, l'emploi à temps partiel se concentre toujours sur les mêmes catégories, et on voit bien qu'il y a un modèle, j'allais dire non pas alternatif, mais complémentaire à inventer sur ces territoires. Le protectionnisme, par exemple. Moi, un plan Marshall pour la France je n'en sais rien. Moi, je suis pas économiste, oui. mais par contre, le fait d'avoir fascisé la question du protectionnisme, évidemment, exclut directement la réflexion autour de ce modèle-là. Je ne sais pas s'il faut un peu de protectionnisme, beaucoup, etc. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a des élus sur place, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont beaucoup d'idées de développement pertinent sur leur territoire. Sauf que le problème n'est pas, est-ce que le problème n'est pas qu'on a raté, on n'a pas été capable de construire des politiques d'aménagement du territoire au sens propre du terme dans un pays. On a été capable, par exemple, de faire une transition considérable avec les agriculteurs, où on est passé d'un pays où il y avait 15-20% de la population active agricole, où il y en a 3%. Et bon, aujourd'hui, il y a des problèmes dans ce monde, mais sans drame. On a été capable d'intégrer 1,5 million de rapatriés. Donc il y a eu des capacités politiques inouïes, et là, on n'y est pas arrivé du tout. Est-ce que c'est parce que ce sont des mauvaises politiques, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de no solution, pas de solution? Passionnante question et une réponse très très courte, si c'est possible. C'est impossible, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le problème, il est mondial. Mais si on ne réfléchit pas à un modèle complémentaire sur ces territoires-là, vraiment, il y a un gros risque pour l'ensemble des démocraties occidentales. Merci beaucoup, notamment pour cette dernière réponse extrêmement rapide. Christophe Guilluy, l'auteur du Crépuscule de la France d'en haut chez Flammarion, le géographe très connu, invité du Club de la Presse ce soir, face à Eugénie Bastier et Olivier Duhamel.